La 11e fois sera-t-elle la bonne, à en croire la défense? Il y a des motifs qui permettent d'espérer une suite différente à la volonté de l'ex-chef d'État ivoirien et de ses conseils de bénéficier d'une liberté provisoire. La chambre d'appel de la CPI, la Cour pénale internationale, vient en effet de casser une décision refusant de libérer Laurent Gbagbo pour le reste de son procès. 3 erreurs principales sous-tendent cette décision et justifient, en tout cas de l'avis de la chambre d'appel, un réexamen de sa situation. Premier reproche, la chambre d'appel estime que les juges de la première instance n'ont pas tenu compte du temps déjà passé en détention par l'accusé. En effet, bientôt 6 ans que Laurent Gbagbo est détenu et son procès proprement dit ne s'est ouvert que depuis 1 an et demi. Ensuite, l'âge de Laurent Gbagbo pose problème. À 72 ans, la Cour d'appel estime qu'on aurait dû prendre en compte les derniers bulletins de santé de Laurent Gbagbo plutôt que de retenir, comme l'a fait la première instance, une possibilité d'évasion en cas de remise en liberté. Enfin, d'avoir considéré le fait qu'il nie sa responsabilité. Pour les 5 juges de la chambre d'appel, cela ne saurait justifier le maintien en détention, car cela reviendrait à nier la présomption d'innocence. Pour rappel, l'ancien président et Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes, sont accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Cour pénale internationale appelle à réexaminer la demande de libération de Gbagbo, de possibles rebondissements au cours du procès de l'ex-chef d'État ivoirien. Ce sera le débat du jour sur Angle de Vue, votre émission qui traite de l'actualité souvent en lien avec le continent africain. Nos invités du jour sans plus tarder, mais ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau, avec nous, Aimé Tiefa, bonjour. Bonjour. Un sociologue, vous êtes expert en stratégie de développement. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Face à vous, Maître Alain Onla, bonjour. Bonjour, Joannès. Vous êtes avocat au barreau de Cotonou, c'est au Bénin. Maître Onla, un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Voilà, messieurs, Maître Onla, c'est un verdict qui était attendu avec impatience par des partisans et critiques de l'ex-président. Et quel mot pourrait résumer, selon vous, la recommandation de la Chambre d'appel? J'appelle ça un non-événement, parce que la question qui était posée, c'était celle de la libération, conditionnelle ou pas, du président Laurent Gbagbo. Et la Chambre d'appel, qui avait le pouvoir de corriger les choses, est restée sur la même ligne que les juges de première instance, à savoir que le président Laurent Gbagbo reste en détention. C'est vrai qu'il y a une ouverture qui a été faite. On invite les juges de première instance à réexaminer un certain nombre de paramètres qui n'ont pas été pris en considération et qui, selon la lecture des plus optimistes d'entre nous, auraient dû conduire les juges de première instance à ordonner la mise en liberté, ce que la Cour d'appel avait aussi parfaitement le loisir de faire. Ça veut dire que, à ce niveau de la procédure, tous les juges sont d'accord pour que le président Laurent Gbagbo soit maintenu en détention. Voilà, Aimé Tiefa, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui casse une décision refusant de libérer Laurent Gbagbo. Est-ce que ce n'est quand même pas un pavé jeté dans la mare de ceux qui estiment que cette Cour est taxée de partialité? Je voudrais dire que, bon, pour Maître Onla, qui est juriste, c'est un non-événement. Mais pour nous autres, profanes du droit, pour les panafricanistes, pour les Ivoiriens, épris de paix et de justice, et je dirais quelque peu, permettez que je parle ainsi, pour tout le peuple bêté, c'est un événement important. Parce que ça fait la 11e fois qu'on introduit une demande de liberté provisoire, et c'est la première fois que la Chambre d'appel dit, regardez bien l'intérieur. On a affaire à un vieillard âgé de 72 ans et considérez son dossier médical. C'est maintenant que cela a été versé. Et c'est maintenant que cette Cour dit cela. Et cette Cour, c'est pas n'importe qui. C'est le juge Piotr Osmanski. Donc, c'est pas n'importe qui. Quand vous regardez ces événements, c'est important. Je dis, nous sommes profanes en droit. Mais pour ceux qui suivent ce dossier, regardez un peu l'état d'âme global dans lequel
le peuple bêté, depuis le cœur du pays de Gagnoa, se ressentirait. Ça veut dire que quelque part, il y a un début de visibilité qui, éventuellement, pourrait conduire à ce que Gbagbo, un jour, soit relaxé provisoirement, en attendant que toutes les preuves établissant de sa culpabilité soient apportées. Voilà, messieurs, nous allons suivre Piotr Hofmanski, vous faites bien de parler de lui. Il est le président de la chambre d'appel de la CPI. C'était par rapport à la décision rendue concernant le président l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. La Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance aurait dû tenir compte de la durée de la détention de M. Gbagbo et parallèlement du risque d'être examiné et aurait dû déterminer si tous les facteurs de la détention de M. Gbagbo continuent d'être de raison. La Chambre d'appel constate donc que la Chambre de première instance a commis une erreur. La Chambre d'appel considère que les erreurs mentionnées précédemment ont eu une incidence importante sur une décision contestée. À la lumière de ces erreurs, la Chambre d'appel décide de renverser la décision contestée et ordonne à la Chambre de première instance de réexaminer la question de savoir si M. Gbagbo devrait être maintenu en détention ou s'il devrait être libéré sans condition. Dans l'attente d'une telle décision, M. Gbagbo sera maintenu en détention. Maître Ronla, doit-on se réjouir quand même de remarquer que la Chambre d'appel retorque les décisions de la première chambre? Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire, quand bien même je partage avec mon ami Aimé Tchefa l'attente et la passion du peuple bêté, du peuple ivoirien épris de liberté. Ce qui est important, c'est le fond. La Chambre d'appel a fait une ouverture. Mais dans le fond, elle restait sur la même ligne puisque le président Laurent Gbagbo reste maintenu en détention. Non, écoutez, elle avait le pouvoir d'ordonner la mise en liberté. Elle qui relève que l'âge du détenu n'a pas été pris en considération par le premier juge, que le dossier médical n'a pas été examiné et que la durée de la détention commençait à excéder ce qu'on qualifie de délai raisonnable. Elle avait le bic rouge en main, cette chambre. Pourquoi ne recorrige pas-t-elle cette décision de fond en comble et ordonne la mise en liberté? Et on se sent obligé, n'est-ce pas, de renvoyer le réexamen au juge de première instance à qui on donne, plus ou moins indirectement, des indications pour aller vers la liberté que le juge Hofmanski dit ne pas imposer. Mais il y a une question fondamentale. Le critère sur lequel tout le monde s'est entendu, c'est celui du risque d'évasion. Ce paramètre n'a pas été contredit par la Cour d'appel. Et c'est le paramètre, le critère, qui a servi de fondement au refus de la demande de mise en liberté présentée devant les premiers juges. Ce critère de risque d'évasion résulte notamment pour les juges de première instance et aussi pour la chambre d'appel, des nombreuses pétitions qui sont signées, plus de 16 millions ont signé la pétition pour la mise en liberté, des sympathisants du président Gbagbo qui, évidemment, réclament le retour à la liberté de leur leader. La Cour valide en cela l'analyse de la chambre de première instance en disant, compte tenu de ces nombreux partisans et des mouvements spontanés ou organisés qui assiedent là, une remise en liberté risque de déboucher sur une évasion. C'est le critère qui permet aujourd'hui, le critère fondamental sur lequel repose le refus de la mise en liberté. Alors il a beau y avoir une passe d'armes intelligente et médiatique entre les juges de première instance et d'appel, le fond demeure que le président Laurent Gbagbo reste en détention. Ça ne veut pas dire que nous en sommes ravis et que ce n'est pas évident s'il n'y a pas une pression supplémentaire, que même en réexaminant le dossier médical, que les juges de première instance ont vu l'âge, la durée de la détention, que ce critère de risque d'évasion ne risque pas de peser davantage pour un maintien éventuel du président
Laurent Gbagbo en liberté. Mais les choses ont évolué. Oui, permettez-moi de préciser ou de rappeler que le voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas. Il faut poser un pas, un deuxième pas, un troisième pas. Et je crois que sans doute, ou de ce que les panafricanistes observent, que ce juge est un juge très intelligent. Imaginez qu'il aurait dû utiliser son maillet, taper sur la table ou dire allez rejetez-le et relaxez-le. Comment ce serait perçu? Et qu'il joue donc de cette façon-là pour en fait dire à l'autre ce qu'il aurait dû faire, sans pour autant le faire lui-même ou sans pour autant faire usage de son maillet d'un poignet trop corsé. Donc je crois que, à mon avis, il est sur la bonne voie. Il peut le faire doucement. C'est l'aboutissement qui importe, relativement. Je voudrais également rappeler que, en dehors des militants de Gbagbo que l'on voit, qu'on voit quelque peu les panafricanistes, c'est-à-dire ceux qui aiment l'Afrique. Je ne vous parle pas de couleur de peau, je ne vous parle pas de nationalité, je vous parle de ceux qui portent l'Afrique dans leur cœur et qui pensent que l'Afrique est le continent d'avenir. C'est ceux-là notamment qui demandent que le président Gbagbo soit relaxé. C'est ceux-là qui ont à leur tête Bernard Dadier, écrivain bontain, que plusieurs générations d'écoliers ont lu et relu. Qui ici n'a pas fait de dictée prise dans l'un des romans de Bernard Dadier? Vous le percevez comme un militant de Gbagbo parce qu'il est ivoirien? Et l'ancien premier ministre togolais, Kofi Go. Donc voilà des gens qui sont des porte-voix de l'Afrique et qui demandent simplement que nous ayons des solutions endogènes aux problèmes qui sont les nôtres. À quand l'incarcération d'un chef d'État occidental? Puisque eux aussi, il y en a qui commettent des bévues et qui sont également dans des dérives. Et à quand un chef d'État serait jugé? Et pourquoi on parle de tribunal de La Haye et non du tribunal de Cotonou de Guanamé? Ce sont des questions qu'on peut également poser. Si la planète tout entière est un village, alors chez nous c'est chez eux et chez eux c'est chez nous. Pourquoi on ne peut pas voir les choses comme ça? Donc ça c'est la philosophie des panafricanistes et l'espoir dont ces gens-là sont nourris, c'est que tôt ou tard la vérité luira, quelle qu'en soit la profondeur de la nuit. Et d'ailleurs, quand la nuit commence par devenir très profonde, c'est que le jour a commencé par s'approcher. C'est un psaume, c'est pas moi qui le dis. Mais Tiafa, n'êtes-vous pas en train de passionner un peu trop le débat avec là? Les griefs faits à Laurent Gbagbo sont connus. On ne va pas aujourd'hui dire qu'il faille aller chercher un chef d'État occidental aussi. Si un chef d'État occidental tombe sous le coup des faits de crimes contre l'humanité, eh bien, il n'y aurait pas de difficulté à aller le chercher. Justement, moi je pense qu'il faut rester discipliné et ordonné dans le débat. Le cœur s'exprime, c'est tout à fait normal, mais nous devons rester raisonnables et rationnels. Le débat aujourd'hui, ce n'est pas le procès de la CPI. Je fais partie de ceux qui pensent que cette CPI s'impose, et elle s'est imposée parce que les chefs d'État n'ont pas entendu les panafricanistes, sinon ils auraient pris les responsabilités et évité que l'on crée cette CPI. Je voudrais également dire que, comme beaucoup, je trouve inique que seul le président Laurent Gbagbo comparaisse, parce que les exactions sont le fait de deux camps. Et on le dit aujourd'hui, voilà. Donc c'est cette injustice ou cette inégalité, ou ce déséquilibre devant la justice qu'il faut réagir. Mais une fois le processus enclenché, il y a lieu d'être raisonnable. Moi, je fais un décryptage juridique et judiciaire. Faire preuve de pédagogie, ben, les juges de première instance ne se sont pas souciés de la pédagogie, ils ont tranché. Et le rôle du juge d'appel, c'est également de trancher, c'est-à-dire de corriger les dysfonctionnements observés ou les motivations qui n'auraient pas été conformes à la loi. Alors quand je regarde tout ceci, je ne mille pas, commence par le premier, mais 11 pas dans la même direction, c'est-à-dire le refus de mise en liberté, ça veut dire quelque chose. Quand vous avez le pouvoir, après avoir relevé que sur les 4 critères qui ont fondé la mise en détention, 3 ne sont pas conformes à la loi, vous prenez vos responsabilités, vous ordonnez
on a vu le comportement de la Cour d'appel, de la Chambre d'appel, dans les demandes de Jean-Pierre Bemba. Elle était beaucoup plus tranchée, voyez-vous. Donc, il faut lire, je ne suis pas en train d'ôter tout espoir, il faut lire dans la décision qui a été rendue, et ce que je qualifie de non-événement, évidemment, c'est pour le juriste, qu'il y a un peu de mystification. Si on considère que les 3 paramètres n'ont pas été bien pris en compte, on remet en liberté. Quand on renvoie le bébé au juge de première instance, avec qui on partage la crainte fondamentale, c'est-à-dire le risque d'évasion, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Par ailleurs, je dois admettre que les choses sont en train de céder, c'est-à-dire que le temps a fait son œuvre et que l'on est en train de se rendre compte que la manière de rendre la justice dans ce dossier a été biaisée. Parce qu'on se rend compte, vous verrez partout dans tous les commentaires, on parle des exactions qui ont eu lieu dans les 2 camps, la responsabilité est imputée aux uns et aux autres. On commence à voir clair, plus clair en tout cas dans le dossier, qui se fragilise. Le procureur est pris quasiment à partie. Fatou Bensouda. Voilà, est pris quasiment à partie et on se rend compte que bon, le dossier est en train de céder. Moi, je crois que c'est sur ce terrain qu'il faut poursuivre le travail afin que les juges de première instance ou d'appel comprennent à l'évidence qu'on ne peut plus maintenir le président Laurent Gbagbo. Parce que quand on parle de liberté provisoire ou conditionnelle, le président Gbagbo a 72 ans, il ne va pas vivre 150 ans, même si je ne suis pas Dieu. Donc, est-ce qu'on va le remettre en liberté pour, après, à la fin du procès, le renvoyer? Parce que les crimes dont il est accusé, ce sont des crimes qui sont sanctionnés par des peines lourdes. Donc c'est plutôt dans ce sens, dans cette direction qu'il faut regarder les choses. Est-ce qu'il n'a pas passé déjà suffisamment de temps afin que la détention préventive couvre l'éventuelle peine qui lui sera infligée, parce qu'il va être très très difficile d'aller vers un acquittement, voyez-vous. Donc c'est ces paramètres qui vont entrer en ligne de compte et la diplomatie judiciaire qui va accompagner le processus. Mais je ne veux pas faire ombrage à l'optimisme des militants, mais cette décision technique, elle n'est pas encore le début de la mise en liberté. Le représentant est tout à fait sur ce plateau. Mais Tiefa, j'aimerais vous demander par rapport à la question de fond soulevée par Maître Alain Oronla, c'est-à-dire la possibilité pour Laurent Gbagbo de s'évader. Est-ce qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale, dans toute son armada, sa force, n'a pas les moyens de garantir le fait de libérer Laurent Gbagbo afin qu'il puisse être quelque part où on sait où il est et continuer à venir au procès ou continuer à suivre ce procès normalement sans être détenu dans les geôles de la haie? Je voudrais poser votre question autrement. C'est-à-dire, le droit traite-t-il des faits ou bien de ce qui arriverait et qu'on imaginerait? Parce que personne au monde, je dis bien personne, en dehors de Dieu, ne peut dire ce qui arriverait. Si Gbagbo était libéré conditionnellement, qu'est-ce qui arriverait? On ne saurait le dire. Que ce soit Fatou Bensouda ou Hoffmannsky ou n'importe qui, on ne saurait le dire. Donc pour moi, ça n'a pas de valeur. Ça n'a aucune importance. C'est une invention de fait pour pouvoir maintenir Laurent Gbagbo en prison. C'est comme ça que je perçois ça. Parce que, non, j'arrive. Quel homme politique vous connaissez qui n'a pas de militant? Tout le monde en a, ok? Et quel homme politique vous connaissez et qui n'est pas soutenu par les siens? Alors, pour cette raison, alors, aucun homme politique sur la planète, dans les mêmes conditions exactes que Gbagbo, pardon, ne bénéficierait de liberté provisoire. C'est ce que ça signifie. Donc, autant écrire ça noir sur blanc et le problème ne se poserait plus. Imaginez que le président Wade soit en prison aujourd'hui. Donc, vous pensez qu'il n'y a aucune partie du peuple sénégalais qui ne montrerait pas de la ferveur envers lui. Quelqu'un qui a exercé le pouvoir d'État au plus haut niveau pendant plus d'une dizaine d'années. C'est comme ça que moi je perçois. Pour moi, c'est un argument qui n'est pas fondé. L'argument qui est fondé, c'est ce que nous avons vu. C'est que le droit traite des faits
Il faut traiter de ce qui est arrivé, rechercher des preuves pour prouver cela. Quant à ce qui adviendrait, même à l'aune d'une boule de cristal, on ne voit pas tout. Voilà. Maître Ayonla, par rapport à cette question, quand même, cet accord entre la Chambre d'appel et la première instance, c'est que les deux juridictions, si je peux m'exprimer ainsi, s'entendent sur cette question-là. Est-ce qu'aujourd'hui, la CPI n'a pas les moyens de garantir une sécurité pour le président Laurent Gbagbo, qu'il fût à l'intérieur ou à l'extérieur des geôles de la Haye? C'est très difficile et je voudrais une fois de plus inviter à dépassionner le débat parce qu'il n'y a pas de confusion à entretenir entre le droit et la justice. Le droit existe, la justice c'est la mission de l'appliquer à des situations données et tout entre en ligne de compte. C'est vrai, on n'est pas des prophètes, mais lorsque quelqu'un ne s'est pas rendu spontanément à une convocation et qu'on a été obligé de l'interpeller, lorsqu'il demande sa mise en liberté, le juge examine les risques, par exemple, de fuite ou les risques que cette personne qui a déjà fait la démonstration qu'elle ne s'est pas présentée spontanément, qu'on ne puisse plus lui mettre la main dessus. Ce n'est pas une invention. Dans le cas d'espèce, est-ce que ces risques sont réels? Mais ils sont avérés puisque Blé Goudé, par exemple, s'est soustrait. Et si on n'avait pas interpellé le président Laurent Gbagbo, on ne sait pas si on aurait pu l'appréhender, puisqu'il y a des clients de cette cour et d'autres juridictions qui ont pris des chemins divers. Donc, le juge qui l'a sous la main prend en considération ces risques. Il ne s'agit pas de dire « Ah, mais nous, on est Dieu, on sait ce qui va se passer ». De la même manière que lorsque vous prenez quelqu'un qui a déjà été auteur de viol, de meurtre, etc., que vous l'avez en main, et que cette personne demande à être mise en liberté provisoire, c'est de la responsabilité du juge de peser le risque que cette personne, une fois dehors, ne va pas récidiver ou non. Et ça peut être, mais bien sûr, qui a bu, boira. Et là, le débat est très sérieux. Je me mets totalement en dehors de la polémique. Les nombreux partisans et soucieux de ce que la justice soit rendue, et j'en fais partie, pétition aussi à hauteur de 26 millions, les informations échangées peuvent faire craindre qu'une fois en dehors de la Haye, où on peut très bien organiser aussi l'évasion, on peut faire craindre qu'en ayant un peu plus de liberté, l'on convainc le président Laurent Gbagbo de se soustraire. Je veux dire, par exemple, il n'est pas exclu, je veux dire, tout est possible, hein, que même en étant un peu plus libre, un coup de force soit organisé et puis que le prisonnier redevienne président, par exemple, et les choses vont être plus compliquées. Donc je crois que c'est un examen sérieux. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais c'est un débat et un questionnement qui sont tout à fait légitimes et qui ne sont pas dans le domaine du farfelu ni de la fantaisie. Mais quand j'observe les choses, je vous assure que les signes que je perçois sont des signes de lassitude. C'est des signes de ce que la Cour a envie d'en finir le plus rapidement possible. C'est des signes que la Cour a compris que quand bien même les crimes ont été commis, c'est-à-dire les exactions ont été commises, leur imputation au seul président Laurent Gbagbo et à Blé Goudé devient de plus en plus problématique. Et que le président Laurent Gbagbo a déjà passé 6 ans dans des conditions d'humiliation pour un ancien chef d'État, et qu'il faut aller forcément vers une mise en liberté provisoire. Je ne suis même pas pour la mise en liberté conditionnelle, une mise en liberté provisoire, étant entendu qu'on aura compris que la sanction, les humiliations, etc., infligées pendant ces 6 années ou 7 ans, peut-être, avant que la décision ne se prenne, suffisent à réparer le dommage causé à l'humanité par les exactions qui ont été commises. M. Tchefa, quel peut être l'impact de ce jugement sur la suite du procès, selon vous? C'est ce que j'avais dit à l'entame. Pour moi, ça fait une brèche ouverte et forcément, ça aura un impact sur la suite.
les juges de première instance, maintenant, sont appelés à revoir leur copie, d'une manière ou d'une autre. Et la nouvelle variable introduite dans le modèle, forcément, fera qu'on aura un modèle différent du premier modèle. Puisque les erreurs recensées par le juge d'appel sont des erreurs claires et bien distinctes. À mon avis, oui. Maître Aléonla, votre avis sur cette question-là? Vous savez, je veux dire, le débat est déséquilibré. Le juge de première instance, vous savez, c'est facile de faire un travail sur le travail qui a été fait. Le refus de mise en liberté peut être souverain. C'est-à-dire, on a décidé, il y a 2 juges sur les 3, et c'est d'ailleurs pas normal qu'on ait su cette division, qui ont décidé de garder le président Laurent Gbagbo. Après, ce qu'on rédige, c'est autre chose. On trouve un argument, on dit, bon, voilà, on refuse parce que si on le mettait en liberté, il y a tel risque, tel risque. Il n'est pas dit qu'ils n'ont pas pris en compte ou examiné son dossier médical, etc. Donc, lorsque cette décision va en appel, le juge d'appel décide de mettre en liberté ou pas, avant de motiver. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est là que le juge vient dire, mais attention, messieurs, dans votre décision de refus de mise en liberté, vous n'avez pas tenu compte du dossier médical, vous n'avez pas tenu compte de la durée de détention, vous avez à tort fait de l'âge du détenu un risque d'évasion, et ceci et pourquoi pas cela. Mais qu'ils en tirent les conséquences. Si c'est ça les critères fondamentaux, mais que la Cour mette en liberté. Au lieu de cela, on dit, donc, il faudrait réexaminer la question sous cet angle, sans rien dire du critère du risque d'évasion, et en précisant que l'on ne donne pas d'orientation au juge de première instance. Heureusement qu'on le précise. Donc, je suis en train de vous dire que quand on décrypte les 2 décisions et la démarche, il y a un consensus réel sur le maintien en détention en l'état. Évidemment que les choses évoluent toujours. Ça peut évoluer dans les 2 sens. Et moi, je vous dis que le travail à faire, c'est de peser pour que l'opinion des résistants de première instance évolue. Il faut donner des gages de ce que il n'y a aucune évasion qui se prépare. Vous voulez parler des 2 juges qui ont demandé absolument à ce qu'ils soient maintenus. À ce qu'ils soient maintenus, il faut faire un travail dans ce sens. Voyez-vous? Et je dis, la pétition, s'il y avait 6 millions, je crois, c'est bien le chiffre, hein, il y avait 6 millions dans le monde qui ont signé cette pétition, mais on dit que c'est contre-productif. C'est les juges qui rendent la décision. Ça veut dire que les partisans qui sont dans le droit de réclamer le retour à la liberté du président Laurent Gbagbo doivent envoyer d'autres signaux plus rassurants, plus apaisants, afin qu'il n'y ait pas d'incident et qu'on ne vienne pas reprocher aux juges, aux ordres, puisque c'est ce que disent souvent les détracteurs des Occidentaux, qu'on ne vienne pas leur reprocher d'avoir été l'instrument de l'évasion, etc. Mais moi, je ne crois pas à ces évasions, etc. Moi, je suis quelqu'un de plus systématique et de plus dur. Je crois que le temps est venu pour qu'on arrête véritablement cette justice à géométrie variable. Parce que, dès le départ, moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas seulement dans le camp du président Laurent Gbagbo qu'il faut chercher des mises en cause. Et pour ne pas l'avoir fait, on a déjà péché contre la justice, et donc après tous ces traitements, etc., il faut que nous revenions à un peu plus de raison et qu'on dépassionne le débat, et que l'on trouve l'arrangement politico-judiciaire ou diplomatique qui permettrait qu'on arrête un peu les frais. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de croire à ce type d'arrangement avec la Cour pénale internationale? On rappelle que ces messieurs, je veux parler de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, sont notamment accusés de 4 crimes contre l'humanité, de meurtre, de viol, de persécution et autres actes inhumains. Est-ce que c'est aujourd'hui en l'état possible d'imaginer une telle gymnastique, je dirais, diplomatie ou politique, afin de permettre que les 2 soient purement et simplement relaxés? C'est ce que vous voulez dire? Non, attention. On va probablement faire une déclaration de culpabilité. Les faits répréhensibles ont existé. Il y a eu des exactions en Côte d'Ivoire. L'implication du président Laurent Gbagbo est indéniable. Elle est avérée. Elle est indéniable, elle est incontestable.
Mais la justice qui se prononce uniquement sur le cas du président Laurent Gbagbo a déjà biaisé son œuvre, puisque les exactions imputables à l'autre camp existent aussi. L'autre camp est au pouvoir. Et vous? Donc, ce déséquilibre fait que la Cour pénale, qui n'est saisie que de ce cas et qui doit se prononcer sur ce cas, doit pouvoir atténuer la sévérité de son verdict et de son traitement en tenant compte. Oui, en tenant compte. Et quand je parle d'arrangement, je ne parle pas d'arrangement mafieux, mais je veux dire les actions de sensibilisation, voyez-vous, ont un impact sur les juges qui sont quand même des êtres humains. Par exemple, on a parlé de dossier médical, c'est un élément qui entre en ligne de compte. On a parlé d'âge, on a parlé de risque, etc., en raison des mouvements de soutien au président Laurent Gbagbo. Donc si ces mouvements devenaient un peu plus disciplinés, un peu plus raisonnables, voyez-vous, si ces mouvements arrivaient à envoyer des messages et des signaux forts et rationnels, peut-être que dans l'esprit des juges qui prendront la décision et qui sont des êtres humains, qui sont dans la cité, dans la société, il y a des raisons pour qu'on espère que ces juges infléchissent leur position et surtout ne trouvent plus d'arguments ni de raisons à maintenir monsieur le président Laurent Gbagbo en détention. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Je voudrais vous faire observer quelque chose, et c'est sérieux. Maître Alain Orunla, dans son analyse, occulte une dimension importante, la dimension psychologique. Ce que nous sommes psychologiquement transparaît dans tout ce que nous faisons. C'est notre psychologie qui nous conduit. Notre physique n'est qu'une sorte de carcasse. Vous savez, si le juge Hoffman est de nature autoritaire et que telle est sa psychologie, il peut faire ce que Maître dit. Non, vous n'avez pas tenu compte de ci, de ça. Bon, voilà, moi, je demande une liberté provisoire. S'il est quelqu'un de souple, de compréhensif, et veut adopter une démarche pédagogique, il va faire ce qu'il est en train de faire là. Donc, moi, je ne trouve pas... À mon avis, il n'y a pas un schéma fermé. Le schéma est lié à celui que nous avons en face de nous. C'est comme ça que je comprends ça. Et je crois que c'est ça. Vous voyez un peu. Donc, je trouve que sa démarche, à mon avis, est souple, remplie de sagesse, et que cela connaîtra un aboutissement. Moi, à mon avis. Bon, maintenant, j'ai dit, quand je commençais, que je ne suis pas juriste, que j'en suis profane, et que ceux qui sont en train de nous suivre ne comprendraient pas un langage qui est purement juridique. Maître, je l'avais dit à l'entame. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Donc, c'est ça. Et je continue par dire, il n'y a aucun instrument pour peser le risque. Ça n'existe nulle part. Chacun voit le risque par rapport à ce qui est en lui. Si vous êtes positif, vous ne verrez pas de risque. Si vous ne l'êtes pas, vous verrez de risque partout. C'est la vie qui est comme ça. Donc, de mon point de vue, ces choses-là, je vous jure, c'est purement subjectif. Chacun voit à sa façon. Chacun voit en fonction du bagage intérieur et spirituel qu'il a en lui. Rien n'est écrit noir sur blanc, sur papier. Si on est dans telle condition, voilà comment il faut évaluer les risques. Il n'y en a pas. Donc c'est comme ça, moi, je perçois ça. Alors, je voudrais vous demander, toujours Aimé Tiefa, le procureur aujourd'hui, d'après le juge, est toujours dans le processus de collecte de preuves. Aujourd'hui, les preuves sont difficiles à trouver, ou bien qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que Fatou Bensouda a passé plus de temps que prévu ou que entendu pour boucler cette affaire-là. Elle cherche toujours des preuves. Non, nous l'observons. Elle estime que c'est possible d'apporter les preuves pour soutenir tout ce qui est chef d'accusation à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Donc nous l'observons si elle peut apporter ces preuves. Mais c'est ce qui est bien même, puisque le droit discute des preuves. Ils auront donc à discuter des preuves. Mais plus elle tarde à en apporter, elle est en train de donner raison à ceux qui pensent qu'elle n'en a pas en réalité. Voilà. Maître Alain Orunla, votre réaction sur le temps aujourd'hui, puisque on dit que Fatou Bensouda continue à réunir des preuves par rapport à ce dossier-là. On a l'impression qu'on a quand même assez traîné. Oui, écoutez, il faut nuancer. Elle dit que la mission de rendre la justice, c'est pas du spectacle. Et contrairement à ce que pense Aimé Tiefa,
c'est vrai que c'est une mission d'homme, mais c'est aussi un art. C'est-à-dire, il y a des considérations qui échappent à ceux qui ne sont pas dans cette mission. Et quand on fait le procès du procès, il vaut mieux que ce soit dans un schéma plus confidentiel et plus professionnel. Le procureur a déjà suffisamment d'éléments pour faire condamner. Les éléments sur lesquels on a ouvert la procédure suffisent à faire condamner. Le reste est un travail de perfection. Le reste est un travail, je vais dire, pour compléter le tableau. Et ce n'est pas pour rien que ce procès est prévu pour durer 4 ans. 8 ans après. Enfin, 8 ans. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une procédure de flagrant délit où on a pris un voleur de moutons, etc. C'est-à-dire que pour aller au bout du processus, il faut relever chaque exaction, chaque acte, chaque victime, etc., etc. Et de sorte que si le procureur met du temps pour compléter le tableau, ça ne veut pas dire que le procureur a failli ou n'a pas de preuves dans le dossier. De la même manière, les éléments à décharge sont déjà là. Parce que, comment voulez-vous prouver, pour avoir raison, que c'est le président Laurent Gbagbo qui a donné telle instruction à telle personne pour dire « tuer les populations ». Ça ne va pas être évident. Mais on vous parle de responsabilité. En tant que chef d'État. En tant que chef d'État, en tant que... garant des institutions. Non, non, le responsable de quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, que vous êtes un capitaine de régiment, je ne sais pas si c'est la bonne formule, et vos hommes se livrent à des meurtres ou à des viols. On n'a pas besoin de venir dire que c'est vous qui avez donné les instructions. Donc, vous cherchez. Ben, si vous ne les avez pas suffisamment forcés, c'est ce qu'on appelle la responsabilité du fait d'autrui, c'est vrai, mais cette responsabilité du fait d'autrui vous incombe parce que vous êtes le chef, parce qu'un acte a été posé. Ce qu'on dit, M. Laurent Gbagbo, on a déclaré un autre vainqueur, vous n'avez pas voulu reconnaître votre défaite, et c'est ce qui a été à l'origine, par exemple, des exactions. Ça suffit, voyez-vous. Donc, moi, je crois qu'il faut, quel que soit le sentiment que l'on peut avoir, et vous n'avez aucune idée de ce que moi je peux ressentir pour ces injustices. Ah, je ne ressens pas ça, maître. Non, non, mais écoutez, ça ne m'empêche pas d'être objectif. Voyez-vous, d'être lucide. Hein? Je veux dire que le président Laurent Gbagbo doit répondre. Je veux dire que ce procès doit avoir lieu pour servir d'exemple et de référence. À qui? À tout le monde. Parce que les morts, il y en a eu. Parce que les armes ont parlé en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu une injustice flagrante contre le peuple ivoirien. Et parce que, c'est ce que je dis, la responsabilité est partagée entre le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara pour parler de ces responsables. Donc, j'ai tout dit. Maintenant, une fois le processus enclenché, nous n'allons pas, du simple fait de cet argument, venir noircir le travail formidable qui se fait à la Cour pénale internationale, où tout est pris en considération et où on est en train d'accéder de plus en plus aux éléments à décharge, où la présomption d'innocence est observée, où le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé s'expriment et font valoir les droits de la défense. Donc je dis, il ne faut pas semer la confusion, tout simplement parce qu'on trouve injuste ou injustifié que le président Laurent Gbagbo soit le seul à comparer. Mais tiens, rapidement, Charles Blé Goudé, lui, aurait été à la tête d'hommes ayant tué et violé des centaines de personnes dans le but de maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir. Un commentaire sur ce second procès lié au premier, forcément. Oh non, on connaît Charles Blé Goudé, l'ancien président des Jeunes Patriotes. On peut imaginer sa responsabilité. Mais observez, quand Maître Alain Orona conclut, il atterrit toujours dans mon jardin. Nous sommes en train de dire la même chose, à mon avis. Sauf que lui, il a le jargon juridique et moi j'ai le jargon général et simple. Parce que ma grand-mère, quand il va écouter Maître Alain Orona, elle ne comprendrait pas ce qu'il est en train de dire
directement. Bon, c'est ça, maître. Oh, c'est ça. Pas sûr, je suis sûr. Non, si déjà moi, non, maître, si déjà moi, je ne vous comprends pas. Mais vous êtes partisan. Ce n'est pas, non, pas du tout, pas du tout. Messieurs, nous allons évoluer. Pas du tout. Rapidement, le maître Emmanuel Altit, avocat de Laurent Gbagbo, a assuré que toutes les options, y compris un retour en Côte d'Ivoire, étaient possibles et restaient sur la table. Absolument, il plaide, c'est très bien. Il plaide, c'est ce que j'appelle le travail, c'est-à-dire envoyer des signaux pour sortir du carcan de l'incarcération, pour que la liberté conditionnelle dont on parle, mais plus vraisemblablement une assignation à résidence, ne se fasse pas forcément aux Pays-Bas ou dans un pays européen, qu'on puisse l'envisager en Côte d'Ivoire, ce qui peut créer d'autres problèmes. Mais vous voulez le fond de ma pensée, je suis pour la mise en liberté pure et simple et que le citoyen président Laurent Gbagbo retrouve toutes ses facultés pour faire ce qu'il a envie de faire en Côte d'Ivoire. Mais vous voyez déjà le problème que ça peut causer. Oui. Vous voyez les risques d'exécution ou de crainte d'exécution. C'est de ça, c'est à ça que je nous invite. Ce n'est pas un débat démagogique, c'est un débat pour que ceux qui pensent être en mesure de réfléchir et de peser sur les choses sachent comment faire. Imaginez le président Laurent Gbagbo aujourd'hui à Abidjan. Qui peut ne pas craindre pour? Voyez-vous? Donc, il faut prendre les choses au sérieux, et prendre ses responsabilités et rendre une décision tranquille, qui met tout le monde à l'aise. Mais Tchefa, dans la logique du pardon et de la réconciliation, est-ce que c'est important pour Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas. Ce ne serait pas bien. Mais pour la réconciliation, oui, j'en arrive. Pour la réconciliation et le pardon, il serait bien que Laurent Gbagbo soit relaxé, purement et simplement. Il serait très bien qu'il soit relaxé, mais pas qu'il soit en Côte d'Ivoire au jour d'aujourd'hui et dans de pareilles conditions, au regard de tout ce que nous observons. Mais vous savez, le plus intelligent dans toute cette affaire, c'est le président Ouattara. Il a un problème avec son frère, il prend la patate chaude, jette aux Occidentaux, et maintenant ce sont eux qui sont en train de griller leurs neurones pour ça. Mais c'est vrai, c'est ce que nous observons. Vous voyez un peu. Ça veut dire simplement que les solutions à nos problèmes sont chez nous et non ailleurs. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ex-chef de la rébellion, Guillaume Kibafori Soro, a demandé, en vue d'une réconciliation nationale, pardon aux Ivoiriens. Il a d'ailleurs eu des mots à l'endroit de Laurent Gbagbo. On l'écoute. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin du pardon et de la réconciliation. Je pense que c'est important. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je veux ici même encore demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire, les fautes que j'ai pu commettre, les offenses que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon. Je prends aussi l'initiative aujourd'hui d'aller demander pardon à mes aînés, Henri Konan Bédié, au président Alassane Ouattara et même au président Laurent Gbagbo. J'irai demander pardon et me réconcilier avec chacun d'entre eux spécifiquement. Et même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde. Parce que 2002, je suis un acteur important jusqu'à ce jour. Et je pense que ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est beaucoup plus de tolérance, de pondérance, de pardon, de réconciliation, de paix et de stabilité. Maître Alain, votre réaction. Merci. Cela fait de nombreuses années que, ayant eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet, j'attendais ce genre de propos et de démarches, même si c'est teinté de cynisme, de politique et de politicaillerie. C'est important que l'un des acteurs majeurs, Soro Guillaume, reconnaisse qu'il a été un chef de guerre et qu'il a posé et fait poser des actes en Côte d'Ivoire qui ont coûté la vie à des milliers d'Ivoiriens, à des milliers d'Africains. Ça, c'est le panafricanisme. Et si déjà, on dit au commencement était le verbe, si déjà il y a cette prise de conscience de la nécessité d'extérioriser la chose
même s'il y a eu plusieurs années où on aurait pu le faire, c'est ça le premier pas vers les 1000 que j'attends des dirigeants ivoiriens, des dirigeants africains, et que nous ne soyons plus la risée des autres, que nous ne dépendions plus d'autres. Ce qu'a fait Soro Guillaume est important et je demande que ceux à qui il ira demander pardon le lui accordent et qu'il soit sincère et qu'il soit tout sincère et que tous les responsables en fassent autant. Nous sommes totalement en phase. Voilà. C'est sans commentaire. Voilà, ce sera donc tout pour ce débat. Vous l'avez compris. Déjà, oui, tout à fait. Métier-Fa, sociologue, expert en stratégie de développement. Face à vous, Maître Aléon, avocat au barreau de Cotonou au Bénin. Cour pénale internationale appelle à réexaminer la demande de libération de Laurent Gbagbo, de possibles rebondissements au cours du procès de l'ex-chef d'État ivoirien. Nous espérons que les analyses de nos chroniqueurs en plateau vous auront rassuré quelque peu. D'ici là, portez-vous bien.